Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté mon top littérature et mon top polar de 2024, c'est parti pour mon top imaginaire. Donc par rapport au polar, il y a quand même plus de choix, tout simplement parce que j'en ai lu davantage. Il y a une raison assez simple à ça, c'est que j'avais acheté pas mal de livres des éditions de Saxus en édition collector, donc c'était des livres qui me plaisaient, mais j'avais eu un peu tendance à les entasser. Voilà. Et du coup, cette année, je me suis dit, ok, t'essaies d'en lire au moins un par mois. Et je pense que je suis dans les clous. Il me semble que j'en ai lu 11 et j'en ai un de prévu ce mois-ci. Donc je suis assez contente parce que j'ai réussi à respecter mon but. Parmi les objectifs de l'année, on va pas se mentir, c'est un des rares que j'ai respecté. Avec celui d'arriver à mon quota, je voulais lire 100 livres. À l'heure actuelle, j'en suis à 99. On est début décembre, donc normalement, je pense que j'aurai atteint les 100 livres. Attention, je sais, je compte les mangas, certains ne le font pas, mais pour moi, ça reste un livre. Voilà, c'est ma petite façon à moi de tricher. Donc tout ça pour vous dire que je m'étais fixé donc comme objectif de faire réduire un peu cette partie de ma palle, et c'est chose plutôt faite avec ces 12 livres lus dans l'année. Donc il y a 6 livres, non attendez, je sais pas compter, 5. Ah, 5, je pensais qu'il y en avait plus. 5 dont je veux vous parler dans l'univers imaginaire, que ça soit adulte ou young adulte. Le premier est le dernier que j'ai lu. Il s'agit de Leigh Bardugo, Le Familier des éditions Sabran. Donc Sabran est un label des éditions de Saxus qui est normalement orienté sur tout ce qui est réécriture de contes. Donc je vous avoue que pour celui-ci, je sais pas trop quel était le conte d'origine. Batman se joint à nous, voilà, je pense qu'il va faire des bêtises parce qu'il aime bien en faire quand je suis en train de filmer, mais voilà, il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc dans ce roman, on est au XVIe siècle à Madrid. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Luzia précisément, qui est une jeune fille de maison la pauvre n'a pas de grande perspective d'avenir, elle est vraiment un peu la boniche d'une maison où elle est un peu maltraitée, sauf qu'elle cache un secret et elle sait utiliser la magie. Donc elle l'utilise au quotidien pour un peu se soulager. Donc par exemple quand elle porte les seaux d'eau, elle fait en sorte que les seaux soient moins lourds, que quand elle va faire les courses au marché, si elle achète par exemple une grappe de cerises, non, une poignée de cerises, elle fait en sorte d'en avoir un peu plus voilà, en faisant des formules. Sa magie s'exprime par la voix, donc c'est des chants qu'elle fait. Elle ne peut pas dupliquer tout ce qui est argent, elle a déjà essayé, sa magie ne veut pas, donc par exemple si elle va dupliquer une pièce, elle va se transformer en araignée. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et donc cette jeune fille, sa vie va basculer le jour où sa maîtresse, donc qui s'appelle Valentina, donc qui est la personne qui la possède, pour qui elle travaille, va découvrir son don et va décider de l'exploiter pour briller aux yeux de la société madrilène. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un repas, Lucia est invitée grandement à venir faire un petit tour de passe-passe. Donc très souvent, en fait, c'est le même tour qui revient. Elle utilise un verre en verre à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle se fasse repérer par un homme, donc qui est le bras droit du roi, qui va vouloir qu'elle vienne participer à une sorte de tournoi. Donc elle va se trouver un parrain, c'est un parrain qui va la trouver, qui s'appelle Victor, qui va la prendre sous son aile. Bon, là aussi c'est très intéressé de sa part. Et du coup elle va aller participer à ce tournoi qui consiste à prouver que ce qu'elle fait, c'est pas juste des tours de magie, de passe-passe, que c'est vraiment de la magie, qu'il ne s'agit pas d'illusion. Et donc elle va se retrouver confrontée à d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elle, dont en fait le rôle des personnes qui les jugent est de savoir si il s'agit de miracles ou si c'est le diable qui leur parle. À côté de ça, Lucia va être entraînée et secondée par Sant'Angèle, qui est un homme un peu particulier qui n'a pas l'âge qu'il fait. Au début, moi, très rapidement, j'ai cru que c'était un vampire. Vous verrez bien ce qu'il en est, mais comme il est décrit, on nous parle de cadavres sur pattes et tout, moi je me suis dit ok, le mec c'est un vampire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment plu, c'est un roman que j'ai lu en 3 jours. Je sais que pas mal de personnes n'ont pas aimé. Moi personnellement j'ai réussi à m'attacher à Luzia, à ce qui lui arrive. J'ai bien aimé la fin, parce que je m'attendais à une fin... Je m'attendais pas à cette fin en fait, je pensais à une fin plus bateau, et en fait c'est vrai que Leigh Bardugo elle est vraiment douée dans les fins de ses romans, et j'ai beaucoup aimé cette fin. Il y a juste un aspect que j'aurais aimé qu'elle explique, parce que ça me semble un peu facile en fait, je comprends pas tout. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture, je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads, vraiment. Alors je l'avais acheté en version classique, parce que vous l'avez en version collector avec un très beau jaspage. J'avoue que l'écart de prix aurait pas été aussi gros, je l'aurais acheté.
Parce que là, on est sur 19,90 et de mémoire, le collector était à 26,90. 7 € pour avoir une couverture en carton et du jaspage, ça fait trop cher pour moi. Donc voilà, mais très contente, ça confirme que j'aime beaucoup la plume de Light Bardugo et qu'il faut que je sorte enfin la duologie Six of Crow que j'ai dans ma bibliothèque depuis 2-3 ans, je pense. C'est mon amie Lucie qui me les a offerts à Noël et c'est vrai que du coup, je ne sais pas ce que j'attends sincèrement. Toujours le même mois, en novembre, j'ai lu Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Donc quand je vous parle de couverture en carton, je vais y arriver, c'est de couverture comme ça, donc elle est magnifique. Magnifique, dedans vous avez des illustrations et le jaspage est sublime. Alors lui je l'avais acheté en collector, il est à 26,90 €. En fait, j'avais pas trop eu le choix dans le sens où, avant de voir le prix, comme le livre était pas en rayon, j'avais demandé à la libraire si elle l'avait, elle allait me le chercher spécifiquement en réserve. Et donc, quand elle est revenue avec et que j'ai vu le prix, j'ai pas eu à cœur de lui dire je vais vous prendre l'autre, qui était aussi dans des cartons, qui était aussi en réserve. Je me suis dit, bon, tant pis, prends celui-ci, voilà, t'achèteras moins de livres ce mois-ci. Écoutez, je suis hyper contente parce que j'ai adoré ce bouquin et que du coup j'ai acheté la suite dans la même collection. Donc dans ce livre, on va suivre, alors j'ai un problème avec les prénoms, Iris et Roman, qui sont tous les deux pigistes pour un journal de leur ville, qui en fait sont un peu en concurrence parce qu'il y a une seule place de titulaire et ils la veulent tous les deux. À côté de ça, dans le monde où ils vivent, donc qui ressemble un petit peu à un Londres des années 1920, la guerre sévit. Deux divinités se sont réveillées et se mènent la guerre, et cette guerre est menée par les humains qui vont rejoindre tel dieu ou tel dieu. Et du coup, Iris, elle a son frère qui est parti au front, qui s'est engagé après avoir entendu la mélodie de la déesse qu'il défend, et elle se retrouve toute seule avec sa mère. Sauf que sa mère a complètement sombré depuis le départ de son frère et que c'est plus ou moins elle qui gère tout à la maison. Suite à un drame, cette jeune femme va tout laisser tomber et elle va décider de partir sur le front pour être correspondante de guerre et essayer de retrouver son frère. Et Roman va se retrouver à également aller sur le front pour plusieurs raisons. Et c'est là où on va découvrir en fait le quotidien des soldats, le quotidien des personnes qui sont en soutien dans les villes, les villages en arrière du front, comment ils ravitaillent ces soldats, comment ils se mobilisent vraiment pour leur envoyer des couvertures, de la nourriture. Et on découvre aussi une romance. Elle est tellement mignonne cette romance, elle est tellement... C'est un enemies to lover, voilà, c'est au début il veut pas sentir et puis après il s'aime. Mais elle est bien faite, elle est pas trop rapide, elle est pas trop lente. La fin... Mon Dieu, la fin, mais je suis contente parce que ce livre, j'ai dû l'acheter en juin et je l'ai lu qu'en novembre. En fait, le tome 2, donc c'est une duologie, sortait le 28 novembre et je me suis dit, avant de l'acheter, lis le premier, voir si tu aimes. Et en fait, je me suis mis un peu ce but, tout simplement parce que je voulais savoir si je l'achetais dans cette collection. Et souvent, les collectors chez De Saxus, ils partent assez vite. Donc je me suis dit, pour éviter qu'il me passe sous le nez, je vais lire le 1 rapidement. Mais je suis contente parce qu'au final... là, j'aurais pas beaucoup à attendre. Il est sorti, le 2, je termine ma lecture en cours et je pense que c'est celui que j'enchaîne, quoi. J'aurais eu 1 mois à attendre contre 6 ou 7. Donc vraiment hyper contente, j'ai adoré celui-ci. Ensuite, c'est un autre de Saxus. Après, j'arrête avec les deux Saxus. Il s'agit de l'Empire du Vampire de Jay Christophe, en édition collector aussi. Donc lui, je vous montre parce qu'il est très très beau. Je le trouve magnifique. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis, je pense, 2 ans. Il me faisait très peur. Première raison, il est énorme. Il fait 950 pages. Je l'ai lu sur liseuse parce que là, comme ça, le livre était beaucoup trop lourd à utiliser. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a des illustrations qui sont vraiment très belles. J'aurais aimé même les voir en couleur parce que c'est vraiment magnifique. Et donc j'ai lu ce livre en lecture commune avec mes amies Lucie, Maui et Pamela. À l'heure actuelle, on n'est que 2 à l'avoir fini, tout simplement parce qu'il est énorme et parce que c'est très bien écrit, donc le temps de lecture est assez long. Dans cette histoire, on va suivre, j'ai plus son prénom, Gabriel, qui est un saint d'argent, c'est-à-dire qu'il est une sorte de guerrier, un peu avec des aptitudes particulières, qui est entraîné pour tuer les vampires. Parce que le monde où il vit a été envahi par les vampires et il ne cesse de progresser pour vraiment prendre possession de tout le territoire.
Et lui en fait il est avec ses autres frères guerriers. Alors ça ressemble un peu à des guerriers religieux parce qu'ils sont dans une sorte de monastère. Et ils ont pour mission d'éradiquer les vampires. Donc on suit son récit de vie. La particularité, c'est que ce sont des flashbacks. En fait, quand on commence le livre, Gabriel est arrêté, il est en prison, et un vampire un peu qui fait un peu objet de scribe, on va dire, est chargé de l'interviewer et de recueillir son histoire pour l'impératrice. Donc Gabriel remonte dans ses souvenirs pour raconter son histoire au fur et à mesure. Alors je pense sincèrement les 40 premiers pourcents ont été assez longs parce que l'auteur plante très bien son univers. On apprend à découvrir Gabriel, on comprend certaines choses, on sait qu'il a été vraiment marqué par la vie. Petit à petit, on en apprend plus. Moi, là où j'ai vraiment accroché, c'est à partir du moment où il rencontre un groupe. Il lui arrive quelque chose, il était tout seul dans les bois, il lui arrive un drame, pour moi c'est un drame ce qui lui arrive, et il va se réfugier dans une ville, et là il tombe avec quelqu'un qu'il connaît, qui est avec un autre groupe. À partir de ce moment-là, il y a une vraie quête, et il y a... l'auteur m'a vraiment attrapé à ce moment-là. J'ai mis un peu de temps à lire ce livre, je crois que j'ai mis 15 jours, voilà, parce qu'il est quand même très dense, c'est-à-dire que quand je lisais 1 heure, je lisais 50 pages, mais j'ai beaucoup aimé, au point où j'ai déjà acheté la suite que je pense lire dans les premiers romans que je vais lire en 2025. Maintenant, je vais vous présenter, donc c'est dans l'entièreté, c'est la trilogie The Prison Healer de Lynette Noni. Donc là, c'est le premier tome, c'est publié chez Hachette Roman. J'ai lu ce premier tome en 2023, mais j'ai lu le tome 2 et le tome 3 en 2024. On va suivre Kiva, qui est une jeune femme qui a passé la moitié de sa vie en prison. Elle a été emprisonnée avec son père, on ne sait pas trop pourquoi, à Zalindov, une très grosse prison connue pour être vraiment très violente, où la durée de vie des prisonniers est vraiment très courte. Elle est depuis quelque temps la guérisseuse, qui fait que ça lui permet un peu de survivre parce qu'elle ne doit pas faire de travaux forcés, elle n'a pas besoin d'aller dans les mines, elle n'a pas besoin d'aller casser des cailloux. Et un jour, un nouveau prisonnier va arriver, et quand ils arrivent, quand c'est leur premier jour, c'est elle qui est chargée de les graver de la lettre Z dans leurs mains. Donc je sais plus comment elle fait exactement, mais voilà, dans la paume de leurs mains, il y a marqué le Z. Et c'est elle qui est censée faire ça, et le dernier prisonnier qu'elle va avoir, elle va très vite se sentir attirée par lui, et va se rendre compte que lui aussi semble intéressé par elle. Par un concours de circonstances, elle va se retrouver également à devoir s'occuper de la rebelle, je sais plus comment, la reine rebelle, voilà, je cherchais son nom, qui a été emprisonnée, qui est une rebelle au royaume en place. Et pour la sauver, elle va participer à sa place à des épreuves, pour essayer d'après de s'en sortir elle, d'être... en fait, si elle réussit les épreuves, elle est libérée. Et voilà. C'est un peu décousu, mais j'ai peur de vous spoiler certaines infos. Moi j'ai adoré, vraiment. Le tome 1 se passe à la prison, les 2 autres tomes c'est un peu plus différent, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'est une trilogie qui était égale sur les 3 tomes. Souvent les trilogies, le tome 2 n'est pas à la hauteur du tome 1, mais là pas du tout. Ça a vraiment été un plaisir. Quand le tome 3 est sorti, je crois en mars, je l'ai acheté direct et je l'ai lu assez vite à sa sortie. Donc vraiment, maintenant en plus c'est sorti en poche, donc c'est une trilogie que je vous conseille grandement. Et le dernier dont je voulais vous parler, il s'agit de Four Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, où j'ai même eu, donc grâce à Laura, cet overlay qu'elle a récupéré au FNR à Lyon, et j'avais eu également celui-ci, qui est très beau, qui représente Violette et Xaden avec leur dragon. Donc je pense que vous avez dû voir passer ce livre sur les réseaux sociaux, parce qu'il était très attendu lors de sa sortie en février, me semble. Donc c'est une histoire de dragon. On suit Violette qui est la dernière, donc la Benjamine d'une famille de 3 enfants. Sa mère est la générale des armées, donc c'est une femme assez dure, qui en fait a décidé qu'elle ne serait pas scribe, parce que ça fait des années qu'elle se forme pour être scribe, et elle veut qu'elle soit guerrière. Donc quand elle doit aller à Basquiat à l'école, elle prend la direction des guerriers. Déjà, rien que d'arriver à l'école, c'est un périple parce qu'elle doit passer un espèce de parapet sans tomber ni se faire jeter en bas. Et donc une fois sur place, elle va devoir apprendre à se battre et se lier avec un dragon. À côté de ça, sur place, elle retrouve Xaden. Elle découvre Xaden qui est qui est le fils d'un des plus grands rebelles au royaume. Donc son père, comme d'autres rebelles, a été assassiné par le pouvoir. Ils ont été exécutés. Et Xaden, en fait, très clairement, il n'aime pas Violette parce qu'elle représente tout ce contre quoi il lutte, vu que c'est la fille du général.
Et ça va être, donc c'est une romantaisie, c'est marqué dessus, là, c'est une histoire d'amour dans un univers de fantasy. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, c'est un petit pavé, il fait 615 pages, mais ça se lit très vite, de mémoire j'avais vraiment bouffé. J'ai lu ensuite le tome 2 qui est sorti en juin. Mon avis est beaucoup plus mitigé sur celui-ci parce que j'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs. Xaden et Violette sont très souvent en train de s'engueuler et en fait c'est un peu ce que je reproche dans les romans quand il y a une histoire d'amour qui est implantée. Il faut forcément qu'il y ait de la frustration d'un côté, il faut forcément qu'il y ait de l'aigreur, qu'ils fassent des conneries pour attirer l'attention de l'autre et tout. Alors je ne dis pas que c'est pas plausible, mais je dis juste que à petite dose ça va, mais des fois c'est trop en fait, ça étouffe un peu l'histoire. Et là par moments ça a été le cas, mais sinon j'ai beaucoup aimé, voilà, pour l'instant les 2 premiers tomes, le tome 3 sort en janvier. Je ne sais pas du tout combien il y a de tomes dans cette série, mais ça a été vraiment une belle découverte. Donc voilà pour mon petit bilan top imaginaire. Pour tout ce qui est disponible en poche, lui non. Vous avez celui-ci en poche au livre de poche jeunesse. Et vous avez celui-ci chez les éditions J'ai lu. Les autres sont trop récents pour être encore disponibles en petit format. Donc de votre côté, est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous lisez de l'imaginaire? Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire les romans qui vous ont marqué dans ce style cette année. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.